Allez, venez, on va réviser ensemble la chimie pour le bac avec quelques exercices qui sont déjà tombés les années précédentes. Vous allez voir, ils sont ultra classiques. On va parler de titrage, pH métrique, conductimétrique, de constante d'acidité, diagramme de prédominance, de cinétique et même des piles. Et puis plein d'autres choses. Vous pouvez récupérer les sujets et les corrections papier grâce au lien qui se trouve en description. C'est parti, on démarre. Dans ce premier exercice, on va travailler sur un titrage pH métrique et on va essayer de retrouver le titre d'un vinaigre et de regarder son action sur une coquille d'œuf. J'espère que vous avez bien lu le sujet car c'est parti pour la correction. Première question. On demande dans un premier temps de tracer le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque ion éthanoate dont le pKa est fourni dans les données de l'énoncé. Pour répondre, on commence par tracer un axe horizontal représentant le pH. On fait apparaître les valeurs extrêmes de notre échelle qui sont le 0 et le pKe qui vaut 14 à 25 degrés Celsius, puis on ajoute sur cet axe le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Pour une valeur de pH inférieure au pKa, donc à 4,8 ici, c'est la forme acide qui prédomine, donc l'acide éthanoïque de formule chimique CH3COOH. Alors que pour un pH supérieur au pKa, c'est la forme basique, donc l'ion éthanoate CH3COO- qui prédomine dans la solution. Dans la deuxième partie de la question, on nous demande d'indiquer quelle espèce prédomine dans la solution de vinaigre. Le pH du vinaigre vaut 3, comme indiqué dans l'énoncé. Donc, comme cette valeur est inférieure au pKa, alors l'acide éthanoïque prédomine sur l'ion éthanoate dans la solution étudiée. Deuxième question. On nous demande de faire un schéma annoté du montage expérimental nécessaire à la mise en œuvre du titrage. Comme il s'agit d'un titrage pH métrique, il ne faut pas oublier de représenter le pH mètre muni de sa sonde et de légender toutes les autres pièces indispensables à la réalisation de ce titrage, telles que la burette graduée, l'agitateur magnétique, la potence, le bécher et le barreau aimanté. Il est indiqué dans l'énoncé qu'on réalise un titrage avec suivi pH métrique d'un volume de vinaigre noté V vinaigre égal à 5,0 ml par une solution de soude Na+, plus HO-. Petite astuce, pour savoir quelle solution se trouve dans le bécher et dans la burette graduée, commencez par repérer le mot par dans la phrase. La solution qui se trouve avant est celle contenue dans le bécher. Dans notre cas, il s'agit du vinaigre. Celle qui se trouve après par est contenue dans la burette graduée. Il s'agit ici de la soude. On vous conseille de noter toutes les données disponibles directement sur le schéma car cela va vous aider plus tard pour les calculs. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'on ne nous fournit pas la valeur de la concentration en acide éthanoïque, ce qui est normal puisque c'est le but de l'exercice. À la troisième question du sujet, on nous demande d'écrire la réaction support du titrage qui a lieu entre la solution de soude et le vinaigre. Pensez à regarder les données de l'énoncé. On nous donne les deux couples acido-basiques mis en jeu dans la réaction. Je vous rappelle qu'une réaction acido-basique fait toujours réagir l'acide d'un couple avec la base de l'autre couple. Le vinaigre étant composé d'acide éthanoïque de formule CH3COOH, il va réagir avec les ions HO- contenus dans la soude pour former la base conjuguée du premier couple, c'est-à-dire les ions éthanoates de formule CH3COO-, et l'acide conjugué du deuxième couple, c'est-à-dire l'eau de formule H2O. Ici, la réaction est déjà équilibrée. Nous n'avons pas besoin d'ajuster les nombres stoichiométriques. On obtient CH3COOH plus HO- donne CH3COO- plus H2O. Quatrième question. Déterminer la concentration en mol par litre de l'acide éthanoïque noté Ca présent dans ce vinaigre. Pour répondre, on utilise le fait qu'à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Or, on voit sur l'équation du titrage que les nombres stoichiométriques des deux réactifs sont égaux à 1. On a donc égalité entre les quantités de matière des deux réactifs à l'équivalence. Celle initiale pour l'acide éthanoïque et celle versée à l'aide de la burette pour les ions HO-. La quantité de matière se calcule en faisant la multiplication de la concentration par le volume de la solution. Donc, on remplace dans la formule. On fait passer le volume du vinaigre de l'autre côté de l'égalité afin d'isoler la concentration en acide éthanoïque de la solution de vinaigre. On remplace par les valeurs numériques qui sont notées sur notre schéma. Il est inutile ici de convertir les volumes en litres puisqu'ils sont tous les deux en millilitres, au numérateur et au dénominateur. Ils vont donc se simplifier pour nous donner directement le résultat en mol par litre. On fait l'application numérique et on obtient une concentration en acide éthanoïque de 1,34 mol par litre, soit 1,3 mol par litre en ne conservant que deux chiffres significatifs. Passons maintenant à la cinquième et dernière question de cette partie. On nous demande de vérifier que le titre de ce vinaigre est bien de 8 degrés tout en détaillant notre raisonnement. Tout d'abord, il faut chercher dans l'énoncé à quoi correspond le degré d'un vinaigre. La réponse se trouve dans les données où il est précisé que le titre d'un vinaigre est donné en degrés
et que 1 degré correspond à 1 g d'acide éthanoïque pur pour 100 g de vinaigre. Il va donc falloir calculer la masse d'acide éthanoïque pour une masse de 100 g de vinaigre. Cette question n'est pas simple. D'ailleurs, il est précisé dans l'énoncé que pour répondre à cette question, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. En gros, vous pouvez obtenir des points même si vous n'allez pas au bout. À la question précédente, on a calculé la concentration en acide éthanoïque. Il faudra sûrement utiliser cette valeur pour répondre. Commençons par calculer le volume de vinaigre correspondant à une masse de 100 g. Pour cela, on va utiliser la masse volumique du vinaigre qui est donnée dans l'énoncé et dont la formule est ρ égale m sur v. Pour isoler le volume V, il suffit d'intervertir ρ et V. On remplace par les valeurs numériques et on obtient 9,90 x 10-2 litres, soit 99 ml si on fait la conversion. On peut maintenant calculer la masse d'acide éthanoïque en utilisant la formule petit m égale n fois grand M. Or, comme n égale c fois V, on obtient que la masse petit m est égale à Ca fois V fois grand M, avec grand M la masse molaire moléculaire de l'acide éthanoïque. Vous remarquerez qu'il est préférable d'écrire la formule brute de l'acide éthanoïque sous la forme C2H4O2 pour simplifier le calcul, mais cette écriture est équivalente à CH3COOH. Comme les masses molaires atomiques sont données dans l'énoncé, on remplace par les valeurs numériques et on obtient une masse de 7,96 g, ce qui correspond à un vinaigre dont le degré est égal à 7,96 degrés. Cette valeur est très proche des 8 degrés annoncés. Poursuivons avec la partie B de l'énoncé. Pour cette question 6, on doit réaliser le schéma de Lewis de la molécule d'acide éthanoïque de formule brute CH3COOH. Il n'est pas demandé de justification, donc on commence par dessiner le groupement CH3, puis le groupement COOH, tout en s'assurant que les atomes d'hydrogène H ont bien un seul doublet liant et que les atomes de carbone C en ont 4. On remarque, en revanche, que les atomes d'oxygène n'ont que 2 doublets liants, donc il ne faut pas oublier de leur ajouter leurs 2 doublets non liants. Voici la formule de Lewis de l'acide éthanoïque. On peut maintenant passer à la question suivante qui nous demande d'identifier parmi ces deux spectres infrarouges celui qui correspond au spectre de l'acide éthanoïque. Pour nous aider, nous avons accès dans les données de l'énoncé aux principales bandes d'absorption infrarouge. Pour l'acide éthanoïque, on doit trouver une bande correspondant à la double liaison carbone-oxygène comprise entre 1700 et 1760 cm-1. Il est précisé que cette bande est forte et fine, et on remarque qu'elle apparaît sur les deux spectres hier proposés. Ce n'est donc pas avec cette bande d'absorption qu'on va pouvoir trouver quel est le bon spectre. L'acide éthanoïque étant un acide carboxylique, on doit trouver dans son spectre hier une bande correspondant à la simple liaison oxygène-hydrogène d'un acide carboxylique comprise entre 2600 et 3100 cm-1. On nous précise dans l'énoncé que cette bande est forte et très large. En regardant les deux spectres proposés, on se rend compte qu'elle n'est présente que sur le premier spectre hier. En effet, sur le deuxième, il n'y a pas de bande forte et large au nombre d'ondes données. Il y a seulement une bande moyennement forte et fine dont on ne connaît pas l'origine. Finalement, seul le spectre 1 montre une bande forte et très large entre 2100 et 3100 cm-1, caractéristique de la liaison OH d'un acide carboxylique tel que l'acide éthanoïque. Gardons les données de l'énoncé sous les yeux et passons aux prochaines questions. Nous allons également afficher les couples acide-base disponibles dans les données de l'énoncé se trouvant sur la première page du sujet. Nous allons en avoir besoin car à la 8e question, on nous demande de décrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'ion carbonate et l'acide éthanoïque. Pour rappel, lors d'une réaction acido-basique, c'est toujours l'acide d'un couple qui réagit avec la base de l'autre couple pour former la base conjuguée du premier couple et l'acide conjugué du deuxième couple. Dans notre cas, l'acide éthanoïque va réagir avec l'ion carbonate qui est une base pour former des ions éthanoates ainsi que l'acide conjugué de l'ion carbonate, c'est-à-dire l'ion HCO3-. D'ailleurs, c'est ce même ion HCO3- qui réagit à la question suivante, avec l'acide éthanoïque présent dans le vinaigre. Comme pour la question précédente, pour trouver l'équation de la réaction chimique, on va former la base conjuguée de l'acide éthanoïque, l'ion CH3COO-, et l'acide conjugué de l'ion HCO3-, c'est-à-dire le dioxyde de carbone de formule CO2 et de l'eau de formule chimique H2O. Question suivante. Pour montrer que l'équation de la réaction qui modélise l'action du vinaigre sur le carbonate de calcium s'écrit de la façon suivante, il suffit d'additionner les trois équations de réaction. La première chose qui arrive lorsque l'on met du vinaigre sur un œuf, c'est la dissolution du carbonate de calcium comme il est indiqué dans l'énoncé.
Ensuite, c'est la réaction étudiée dans la question 8, puis celle de la question 9. Une fois ces trois équations additionnées, il faut penser à simplifier les espèces qui se trouvent à la fois dans les réactifs et dans les produits. On peut par exemple commencer par s'occuper des ions carbonate CO3- qui se trouvent à la fois du côté des réactifs de l'équation 2 et des produits de l'équation 1. On fait la même chose pour les ions HCO3- qui se trouvent à la fois du côté des réactifs dans l'équation 3 et du côté des produits dans l'équation 2. Côté réactif à gauche, il y a du carbonate de calcium CaCO3 et deux molécules d'acide éthanoïque. Côté produit, on retrouve l'ion calcium Ca2+, ainsi que le CO2 associé à l'eau H2O. On remarque que le CO2 se trouve sous forme gazeuse. C'est d'ailleurs de ce gaz que sont constituées les petites bulles que l'on aperçoit lorsque l'on immerge un œuf dans du vinaigre. Enfin, il ne nous reste plus qu'à noter les deux ions éthanoates en faisant apparaître le nombre stoichiométrique 2 devant la formule chimique CH3COO-. Si on n'a pas fait d'étourderie, on retrouve bien l'équation proposée dans l'énoncé et on peut passer à la dernière question de l'énoncé dans laquelle on nous demande d'indiquer le caractère acide-base de l'ion hydrogénocarbonate HCO3- en justifiant. HCO3- est la base du couple CO2H2O HCO3- et l'acide du couple HCO3- CO3-. Ainsi, HCO3- peut avoir aussi bien un caractère acide que basique, donc c'est une espèce amphotère. Voilà, on a terminé avec ce premier exercice. On enchaîne avec le deuxième dans lequel on nous propose de travailler sur un dosage conductimétrique qui va permettre de retrouver le degré d'hydratation du chlorure de magnésium. Première question, on demande de retrouver l'équation de dissolution de la poudre qui est du chlorure de magnésium dont la formule chimique MgCl2 est fournie dans l'énoncé. Si besoin, vous avez également dans les données les formules chimiques des ions. Pour rappel, on ne fait pas intervenir l'eau qui est le solvant dans l'équation de dissolution. N'oubliez pas également le nombre stoichiométrique 2 devant l'ion chlorure pour respecter la conservation des éléments et de la charge électrique. Deuxième question. On nous demande de préparer 100 ml de solution aqueuse S2 à partir de la solution aqueuse S1. Il s'agit donc de faire une dilution et dans l'énoncé, on nous précise que le facteur de dilution F est égal à 5. On rappelle les deux formules associées au facteur de dilution. Seule celle avec les volumes va nous intéresser ici, car pour écrire le protocole de la dilution, il va falloir calculer le volume de la solution mère à prélever, c'est-à-dire le volume de la pipette jaugée à utiliser. On connaît déjà le volume de la solution fille, qui est de 100 ml. On transforme la formule de manière à isoler V mère en inversant V mère et F. On remplace par les valeurs numériques, on fait le calcul et on obtient V mère égale 20 ml. Il ne nous reste plus qu'à noter le protocole de la dilution qui consiste à prélever un volume V mère égale 20 ml de la solution mère S1 à l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml munie d'un pipeteur. On verse cette solution dans une fiole jaugée de 100 ml et on ajoute un peu d'eau distillée. On agite, puis on complète jusqu'au trait de jauge. La solution fille S2 est prête. On peut maintenant passer à la suite du sujet dans lequel on procède au titrage de cette solution S2 de chlorure de magnésium par une solution titrante de nitrate d'argent. Donc c'est la solution S2 qui se trouve dans le bécher et le nitrate d'argent dans la burette graduée. Il va être ajouté au fur et à mesure. Je vous conseille vivement de faire un petit schéma au brouillon en notant toutes les données. De cette manière, vous y verrez un peu plus clair. La troisième question du sujet nous demande la définition d'une espèce spectatrice. Des ions spectateurs, ou des espèces spectatrices, sont des ions présents dans une solution mais qui ne participent pas à la réaction chimique. Quatrième question. En utilisant les conductivités molaires ioniques qui se trouvent dans les données en page 1 de l'énoncé, on nous demande dans un premier temps de justifier l'allure de la courbe obtenue. Pour cela, le plus simple est de faire un tableau et de déterminer comment évolue la concentration des ions présents en solution au cours du titrage. Puisqu'en effet, la conductivité dépend de la concentration en ions d'après la loi de Colrush. Mg2+, étant un ion spectateur déjà présent dans le bécher, sa quantité ne va pas changer au cours du titrage. Tandis que les ions nitrates étant ajoutés, leur valeur va augmenter tout au long du titrage. Intéressons-nous à la portion de courbe avant l'équivalence. La quantité d'ions Cl- déjà présents dans le bécher va diminuer au début du titrage car ils vont réagir avec les ions argent Ag+, ajoutés au fur et à mesure à la burette. Ces derniers ne vont donc pas participer à la conductivité de la solution pour le moment. Ainsi, avant l'équivalence, seuls les ions nitrates et les ions chlorure vont avoir une influence sur l'allure de la courbe de la conductivité.
Pour résumer, on peut noter en réponse qu'avant l'équivalence, la concentration des ions chlorure diminue, mais celle des ions nitrate augmente. Or, comme la conductivité molaire notée lambda des ions Cl- est plus grande que celle des ions nitrate, lambda Cl- plus grand que lambda NO3-, alors le produit conductivité molaire fois concentration des ions Cl- diminue plus vite que le produit conductivité molaire fois concentration des ions NO3- augmente. Donc la conductivité sigma de la solution diminue, ce qui implique que la première demi-droite est décroissante. Après l'équivalence, il n'y a plus d'ions Cl- dans le bécher car ils ont tous réagi et on ne fait qu'ajouter du nitrate d'argent. Donc la concentration en ion argent augmente ainsi que celle des ions nitrates. Ainsi, comme après l'équivalence, les concentrations augmentent ou restent constantes, la conductivité augmente forcément et on observe une demi-droite croissante. Le volume à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux demi-droites, soit V équivalent égale 9 ml. Passons maintenant à la cinquième question. On nous demande de calculer la concentration en ion chlorure dans la solution S1. Pour cela, on va utiliser la mesure du volume équivalent du titrage de la solution S2 puisqu'à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. On voit sur l'équation du titrage que les nombres stoichiométriques des deux réactifs sont égaux à 1. On a donc l'égalité entre les quantités de matière des deux réactifs à l'équivalence. La quantité de matière se calcule en faisant la multiplication de la concentration avec le volume de la solution. Donc on remplace dans la formule. On fait passer V2 de l'autre côté de l'égalité afin d'isoler la concentration en ion Cl- de la solution 2. Mais attention, comme la solution S1 a été diluée 5 fois, la concentration en ion Cl- de la solution S1 est égale à 5 fois la concentration en ion Cl- de la solution S2 exprimée au-dessus. On remplace par les valeurs numériques et on obtient une concentration en ion chlorure de 0,225 mol par litre dans la solution S1. On peut maintenant passer à la deuxième partie de la question dans laquelle on doit calculer la masse de chlorure de magnésium contenue dans le sachet analysé. Pour cela, reprenons sous les yeux la première page du sujet comportant un grand nombre de données. L'équation de dissolution nous indique que pour 1 mol de MgCl2 dissoute, on obtient 2 mol d'ion chlorure Cl-. On peut donc en déduire que la quantité de matière en MgCl2 dans le sachet à analyser est égale à la quantité de matière en ion Cl- divisé par 2. La quantité de matière étant égale à la concentration fois le volume de la solution, on obtient l'égalité suivante pour un volume de 1 litre comme indiqué dans le sujet. Or, la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. On substitue dans la formule la quantité de matière par l'égalité exprimée précédemment et on remplace par les valeurs numériques calculées précédemment et d'autres se trouvant dans l'énoncé. On obtient une masse de chlorure de magnésium de 10,7 g, ce qui est une valeur très proche de celle annoncée de 10,8 g. La différence est peut-être due à la détermination approximative du volume équivalent. Sixième et dernière question. On nous demande de calculer le degré d'hydratation du chlorure de magnésium qui compose la poudre du sachet. D'après les données de l'énoncé, on devrait trouver une valeur proche de 4,5, qui signifie que pour 1 mol de chlorure de magnésium, il y a 4,5 mol d'eau. La première chose à faire est de calculer la masse d'eau dans le sachet connaissant la masse de la poudre et la masse de chlorure de magnésium contenue dans le sachet. Il suffit de faire la soustraction avec les données de l'énoncé et on trouve une masse d'eau de 9,5 g. Il ne nous reste plus qu'à calculer la quantité de matière d'eau correspondante, à l'aide de la formule N égale petit m sur grand M, et on obtient 0,53 mol. Maintenant, on va calculer la quantité de matière de MgCl2 contenue dans le sachet en procédant de la même manière, c'est-à-dire en faisant le rapport de la masse par la masse molaire moléculaire. Avec les données de l'énoncé et après application numérique, on trouve une quantité de matière de 0,113 mol. On peut donc en déduire que pour 0,113 mol de MgCl2, on a 0,53 mol d'eau. Or, d'après l'énoncé, pour 1 mol de MgCl2, on a X mol d'eau, avec X correspondant au degré d'hydratation de MgCl2. Vous l'avez compris, il ne reste plus qu'à faire un produit en croix pour trouver la valeur du degré d'hydratation. X mol d'eau est égal à 1 mol fois 0,53 mol, le tout divisé par 0,113 mol, ce qui nous donne 4,7 mol. On n'est pas loin de la valeur annoncée dans l'énoncé puisqu'on retrouve bien la valeur de 4,5 mol à 4% près si on fait le calcul de pourcentage d'erreur relatif. Voilà, c'est terminé avec cet exercice. On enchaîne avec le suivant dans lequel on nous propose de travailler dans la première partie du sujet sur l'acide diatrisoïque et dans la deuxième partie sur la cinétique de dégradation de produits de contraste. J'espère que vous avez bien lu le sujet, c'est parti pour la correction.
À la première question, on nous demande, en utilisant la notation simplifiée de l'acide diatrisoïque donnée en figure 1 bis, de représenter le schéma de Lewis de l'acide diatrisoïque et le schéma de Lewis de l'ion carboxylate correspondant. Pour ce faire, on commence par représenter la formule développée de la notation simplifiée de l'acide diatrisoïque, et on rajoute les deux doublés non liants sur chacun des oxygènes afin d'obtenir la formule de Lewis. L'ion carboxylate correspond à la base conjuguée de l'acide diatrisoïque qui perd son proton H+, mais qui conserve le doublé d'électrons, qui devient alors un nouveau doublé non liant sur l'oxygène en se chargeant négativement. La représentation de Lewis de l'ion carboxylate correspond donc à la forme basique de l'acide diatrisoïque sans le proton H+, appelé aussi ion diatrisoate. Pour la deuxième question, on nous demande dans un premier temps d'établir l'équation de réaction acide-base de l'acide diatrisoïque avec l'eau pour ensuite exprimer sa constante d'acidité Ka. On commence par écrire la demi-équation acido-basique de l'acide diatrisoïque qui perd son proton H+, pour former sa base conjuguée comme rappelé à la première question. On fait de même avec l'eau, mais en inversant dans l'écriture l'acide et la base, puisqu'ici l'eau joue le rôle de base et capte le proton H+, pour former son acide conjugué, l'ion H3O+. Il ne nous reste plus qu'à additionner ce qui se trouve à gauche ensemble, puis ce qui se trouve à droite ensemble, en simplifiant les protons H+, puisqu'ils se trouvent en même nombre des deux côtés de l'équation. On obtient ainsi l'équation équilibrée de la réaction chimique de l'acide diatrisoïque avec l'eau. N'oubliez pas la double flèche pour bien montrer qu'on a affaire à une réaction non totale, mais équilibrée. On peut maintenant définir la constante d'acidité notée Ka du couple acide diatrisoïque ion diatrisoate qui est égale à la multiplication des concentrations des produits sur C0 divisé par la concentration de l'acide diatrisoïque sur C0. L'eau étant le solvant, elle n'intervient pas dans l'expression du Ka. Pour rappel, diviser les concentrations par C0, la concentration standard, permet d'avoir une constante d'équilibre Ka sans unité. C0 étant égal à 1 mol par litre, on peut simplifier l'écriture du Ka sous cette forme. On peut maintenant passer à la dernière question de cette première partie d'exercice dans laquelle on nous demande de représenter le diagramme de prédominance du couple de l'acide diatrisoïque et d'identifier l'espèce prédominante dans les eaux usées. Le pKa du couple acide diatrisoïque ion diatrisoate est fourni dans les données de l'énoncé ainsi que l'encadrement des valeurs de pH des eaux usées. Pour répondre, on commence par tracer un axe horizontal représentant les valeurs de pH. On fait apparaître les valeurs extrêmes de notre échelle qui sont le 0 et le pKe qui vaut 14 à 25 degrés Celsius, puis on ajoute sur cet axe le pKa du couple acide diatrisoïque ion diatrisoate qui vaut 1,1. Pour une valeur de pH inférieure au pKa, donc à 1,1 ici, c'est la forme acide qui prédomine, donc l'acide diatrisoïque, de formule chimique simplifiée RCOOH. Alors que pour un pH supérieur au pKa, c'est la forme basique, donc l'ion diatrisoate, RCO-, qui prédomine dans la solution. Comme le pH des eaux usées est compris entre 6,5 et 8, on est dans le domaine où la forme basique prédomine, c'est-à-dire l'ion diatrisoate. Passons à la seconde partie de cet exercice qui traite de la cinétique de dégradation de produits de contraste. On s'intéresse dans un premier temps, avec la figure 2, à la variation de concentration des acides diatrisoïques et iothalamiques en solution aqueuse en fonction du temps lors de leur dégradation. Pour cette quatrième question, on nous demande de déterminer les valeurs des temps de demi-réaction pour les deux acides, puis d'identifier le produit de contraste qui se dégrade le plus rapidement. On rappelle que pour une durée égale au temps de demi-réaction, l'avancement est égal à la moitié de sa valeur finale. En supposant que la dégradation soit totale, pour T égale T1,5, alors la concentration a été divisée par 2, soit 5 micromoles par litre. On cherche donc l'abscisse du point d'ordonnée 5 micromoles par litre. On trace donc une droite horizontale partant de 5 micromoles par litre, et lorsque cette droite croise la courbe, on regarde l'abscisse de ce point en traçant une droite verticale. Pour l'acide diatrisoïque, on obtient T1,5 égale 23 secondes, et pour l'acide iothalamique, T1,5 égale 33 secondes. L'acide diatrisoïque se dégrade plus rapidement puisqu'on remarque que son temps de demi-réaction est plus court. On peut maintenant passer à la suite de l'exercice dans lequel on s'intéresse à la dégradation de l'iopamidol en solution aqueuse. On précise dans l'énoncé qu'on note entre crochets IOP la concentration en iopamidol à la date T. Cinquième question. Donnez la définition de la vitesse volumique V de la disparition de l'iopamidol en fonction de sa concentration. Il s'agit d'une question de cours. La vitesse de disparition est égale à moins la dérivée de la concentration en fonction du temps, ce qui donne mathématiquement cette formule.
Attention à ne pas oublier le signe négatif. Pour la suite, on nous rappelle que la cinétique de dégradation est d'ordre 1. Alors, la vitesse volumique de disparition de l'iopamidol peut s'écrire également V égale K fois la concentration, où K est une constante positive. On nous demande alors, dans la sixième question, d'en déduire que, dans ce cas, l'évolution temporelle de la concentration peut être modélisée par l'équation différentielle suivante. D'après la question précédente, V est égal à moins la dérivée de la concentration en fonction du temps. Et l'énoncé nous précise que la vitesse de disparition de l'iopamidol peut également s'écrire V égale K fois concentration de l'iopamidol. En égalisant ces deux expressions de la vitesse, on obtient moins dérivée par rapport au temps de la concentration en iopamidol égale K fois la concentration en iopamidol. En ajoutant aux deux membres de l'équation plus dérivée par rapport au temps de la concentration en iopamidol, on obtient 0 égale dérivée de la concentration en iopamidol par rapport au temps plus K fois la concentration en iopamidol, ce qui est équivalent à l'équation proposée en faisant passer le membre de gauche à droite et le membre de droite à gauche. On peut maintenant passer à la septième question où on nous demande de justifier que le modèle de la cinétique d'ordre 1 est validé en s'aidant des données et de la courbe de modélisation représentée figure 3, et ensuite de relier les deux paramètres A et B du programme Python aux constantes concentration de l'iopamidol à l'instant initial et K. Sur la figure 3, on constate que la courbe obtenue par modélisation est très proche des points expérimentaux. Ainsi, le modèle A fois NP exponentielle de moins B fois X, qui est codé dans le programme Python, convient bien. Comme ce modèle correspond à la solution de l'équation différentielle concentration en iopamidol égale concentration initiale en iopamidol fois exponentielle de moins kt, par identification, on en déduit que A égale à la concentration initiale en iopamidol et moins B égale à moins K, soit B égale K. Et on en déduit alors que le modèle de cinétique d'ordre 1 est bien validé. Dernière question de cet exercice. On nous demande, en précisant la méthode, de déterminer la durée minimum notée Tm nécessaire du traitement. Dans l'énoncé, il nous est précisé que pour le traitement, l'établissement de santé ne souhaite pas dépasser une concentration en masse en iopamidol de 2,0 mg par litre. On cherche donc la date Tm pour laquelle la concentration massique en iopamidol est inférieure à 2,0 mg par litre. Commençons par exprimer cette concentration en masse de soluté en une concentration en quantité de matière afin de pouvoir exploiter la modélisation où la concentration est exprimée en micromol par litre. Pour cela, on dispose dans l'énoncé de la masse molaire moléculaire de l'iopamidol. Et comme la concentration en quantité de matière est égale à la concentration en masse divisée par la masse molaire, on obtient la relation suivante. On n'a plus qu'à appliquer la formule pour trouver la concentration en quantité de matière d'iopamidol qu'il ne faut pas dépasser à la date Tm en faisant bien attention de remplacer le préfixe milli par x10 exposant moins 3. On passe à l'application numérique et on obtient une concentration de 2,6 x 10 exposant moins 6 mol par litre, soit 2,6 micromol par litre en remplaçant x10 exposant moins 6 par le préfixe micro. Sachant cela, pour trouver la durée minimum notée Tm nécessaire du traitement, deux méthodes s'offrent à nous. Première méthode, directement par lecture graphique sur la courbe de la figure 3. On cherche l'abscisse du point correspondant à 2,6 micromol par litre. On trace directement sur le graphique et on trouve une valeur proche de 65 secondes. Deuxième méthode, afin d'être plus précis, on utilise l'équation de la modélisation pour T égale Tm. On remplace les valeurs de A et B disponibles dans l'énoncé qui correspondent respectivement à la concentration initiale en iopamidol et à la constante de vitesse K, comme nous l'avons vu à la question précédente. On obtient alors l'équation suivante. Concentration d'iopamidol à l'instant Tm égale 9,70 fois exponentielle de moins 0,020 fois Tm. On remplace la concentration en iopamidol à la durée minimale Tm calculée précédemment, soit 2,6, et on obtient l'équation suivante. La suite n'est que mathématique. Il faut réussir à exprimer Tm en fonction des autres données. Pour cela, on fait passer 9,70 de l'autre côté de l'équation et comme l'opération inverse de la multiplication et la division, on obtient 2,6 divisé par 9,70 égale exponentielle de moins 0,020 fois Tm. Pour enlever l'exponentielle, on applique l'opération inverse de l'exponentielle, c'est-à-dire le logarithme népérien, des deux côtés de l'équation, ce qui nous donne ln de 2,6 divisé par 9,70 égale moins 0,020 fois Tm.
on fait passer le moins 0,020 de l'autre côté de l'équation, et comme l'opération inverse de la multiplication est la division, on obtient ln de 2,6 divisé par 9,70, le tout divisé par moins 0,020 égale Tm. Comme on cherche Tm, on passe le membre de gauche à droite et le membre de droite à gauche. L'application numérique nous donne Tm égale 66 secondes. On retrouve en toute logique, à peu de choses près, la même valeur qu'avec la lecture graphique. La durée minimum de traitement est donc égale à 66 secondes. Voilà, c'est terminé avec cet exercice. On enchaîne avec le suivant dans lequel on va commencer par travailler sur la pile Volta, puis on enchaînera sur la pile Daniel. À la première question, on nous demande de justifier l'équation modélisant la transformation chimique lorsque la cellule débite. On nous donne, dans les données de l'énoncé, les couples oxydant-réducteurs mis en jeu dans la pile Volta. Dans l'équation proposée, on constate que le zinc solide est oxydé en ion Zn2+. La demi-équation électronique de l'oxydation du zinc s'écrit Zn, le réducteur, égale Zn2+, l'oxydant, plus 2 électrons. Attention à ne pas oublier les 2 électrons du côté de l'oxydant pour assurer la conservation de la charge électrique. En regardant à nouveau l'équation proposée, on constate que l'ion hydrogène H+, est réduit en dihydrogène H2. La demi-équation électronique de la réduction de l'ion hydrogène s'écrit 2H+, qui sont oxydants, plus 2 électrons, égale une molécule de dihydrogène H2, le réducteur. Attention de ne pas oublier les nombres stoichiométriques 2 devant l'ion H+, et l'électron, de manière à assurer la conservation de l'élément chimique et de la charge électrique. Maintenant, il ne reste plus qu'à additionner les 2 demi-équations en simplifiant les électrons puisqu'il y en a 2 à gauche et à droite de l'équation. On retrouve ainsi l'équation proposée dans l'énoncé. Pour la deuxième question, on nous demande de déduire, donc de se servir de notre précédente réponse, pour justifier quelle électrode, parmi celles en zinc ou celles en cuivre, joue le rôle de cathode. Pour répondre, il faut savoir qu'à la cathode d'une pile, il se produit toujours une réduction. D'après notre réponse précédente, il s'agit de la réduction des ions hydrogène H+. Comme précisé dans l'énoncé, l'électrode de cuivre est inerte et se contente d'apporter des électrons fournis par l'oxydation des atomes de zinc qui composent l'anode. Pour toutes ces raisons, l'électrode de cuivre joue donc le rôle de cathode. Troisième question. Il faut compléter le schéma du fonctionnement de la pile Volta qui se trouve en annexe. On commence par indiquer les pôles de la cellule. Comme on l'a vu à la question précédente, l'électrode de zinc joue le rôle d'anode, donc le zinc libère des électrons. C'est le pôle négatif de la cellule. Les électrons vont donc se déplacer du pôle négatif vers le pôle positif de la cellule qui est joué par l'électrode de cuivre. En captant les électrons, le cuivre va les transmettre aux ions hydrogène H+, qui vont être consommés. Pour maintenir l'électronégativité de la solution du côté de la lame de cuivre, des cations y arrivent et compensent ainsi la disparition des charges positives des ions H+. A l'inverse, pour maintenir l'électronégativité de la solution du côté de la lame de zinc, des anions y arrivent et compensent ainsi l'apparition de charges plus dues aux ions Zn2+ formés. Il ne nous reste plus qu'à indiquer le sens du courant électrique, noté grand I, qui, par convention, est toujours noté allant du pôle positif au pôle négatif, dans le sens inverse du déplacement des électrons. Il est maintenant indiqué dans l'énoncé qu'on mesure la tension U aux bornes de cette cellule élémentaire en reliant la borne V du voltmètre à l'électrode de cuivre et la borne COM à l'électrode de zinc. On lit U égale 0,82 volts. À la quatrième question, on nous demande de justifier la cohérence du signe de cette mesure avec les réponses données jusqu'à présent. Le voltmètre ainsi connecté mesure la tension U-CUZN, qui est égale au potentiel noté V de CU moins le potentiel de Zn. Or, la tension U est positive, donc cette différence de potentiel est plus grande que 0. En faisant passer moins V de Zn de l'autre côté de l'inégalité, on obtient le résultat suivant. Le potentiel au niveau de la plaque de cuivre est plus grand que celui au niveau de la plaque de zinc, ce qui confirme que la plaque de cuivre est bien le pôle positif. Dans la suite de l'énoncé, on nous explique que la tension délivrée par une cellule élémentaire étant trop faible pour certaines expériences, Volta a réalisé sa pile en associant plusieurs cellules élémentaires, comme on peut le voir sur la photo figure 3. Pour la cinquième question, on nous demande de proposer une relation numérique entre la tension U aux bornes d'un ensemble de cellules et le nombre grand N de cellules. Pour cela, nous allons utiliser les résultats donnés sur la figure 4, qui représente la tension U en fonction du nombre grand N de cellules.
On constate que les points expérimentaux semblent alignés sur une droite passant par l'origine. Cela signifie que la grandeur indiquée sur l'axe des ordonnées est proportionnelle à celle de l'axe des abscisses. On en déduit donc ici que la tension électrique U est proportionnelle au nombre grand N de cellules. Mathématiquement, cela se traduit par une fonction linéaire d'équation U égale K fois N, où K est le coefficient directeur de cette droite, autrement dit le coefficient de proportionnalité. Pour calculer K, on va choisir un point sur la droite suffisamment éloigné de l'origine, que je choisis de noter grand A, et qui a pour coordonnées N égale 14 et UA égale 12 volts, ce qui signifie que pour 14 cellules, on obtient une tension de 12 volts. On manipule la fonction linéaire de manière à isoler K, et en faisant passer le N de l'autre côté de l'équation, on obtient K égale U de A divisé par N. On remplace par les valeurs numériques et on obtient 0,86 volts par cellule. Alors, U égale 0,86 fois N. On peut maintenant passer à la 6e question dans laquelle on nous demande de déterminer l'ordre de grandeur du nombre de cellules élémentaires nécessaires à l'obtention d'une tension grand U d'une centaine de volts. Pour répondre, on reprend la modélisation numérique établie à la question précédente et cette fois on isole grand N en faisant passer 0,86 de l'autre côté de l'équation. L'opération inverse de la multiplication étant la division, on obtient grand N égale U divisé par 0,86. En remplaçant par les valeurs numériques, on obtient 100 divisé par 0,86. On utilise la calculatrice pour l'application numérique qui nous donne 1,2 fois 10 puissance 2 cellules, soit un ordre de grandeur de 10 puissance 2 cellules, ce qui correspond à une centaine de cellules pour obtenir une tension de 100 volts avec une pile volta. Mais voilà, comme la pile volta dégage du dihydrogène, elle n'est pas adaptée pour toutes les utilisations et elle va être remplacée par la pile Daniel que l'on va étudier maintenant avec la 7e question. On nous demande de montrer que l'ion Cu2+ est le réactif limitant dans la transformation considérée. Pour cela, il faut commencer par calculer la quantité de matière initiale des deux réactifs, les ions cuivre 2 et le zinc. Commençons par le zinc solide qui compose l'électrode et dont la masse est estimée à 100 g. Pour calculer sa quantité de matière, on utilise la formule petit n égale petit m sur grand M. La masse molaire atomique du zinc étant donnée dans l'énoncé, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs numériques, faire le calcul, et on trouve une valeur de 1,53 mol de zinc sur cette électrode. Passons maintenant aux ions Cu2+, que l'on trouve dans la solution de sulfate de cuivre dont on connaît le volume et la concentration. Pour calculer sa quantité de matière, il suffit d'appliquer la formule N égale C fois V. On remplace par les valeurs numériques en faisant attention de bien convertir le volume en litres. Pour cela, on remplace le préfixe milli par x 10 exposant moins 3. L'application numérique nous donne une quantité de matière de 1 x 10 puissance moins 2 mol pour les ions Cu2+. D'après l'équation de la réaction, les nombres stoichiométriques devant chaque réactif étant égaux à 1, il faut NCu2+ divisé par 1 égale NZN divisé par 1 pour respecter les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire pour que les deux réactifs soient totalement consommés à la fin de la réaction. Or, ici, NCu2+ divisé par 1 est plus petit que NZN divisé par 1. Donc effectivement, les cations Cu2+ constituent le réactif limitant puisqu'ils seront consommés totalement avant le zinc. Nous pouvons maintenant passer à la dernière question de cet exercice avec la 8e question dans laquelle on nous demande de déterminer la valeur de la durée maximale de fonctionnement de la pile, en supposant que la pile soit destinée à l'alimentation d'un appareil nécessitant un courant électrique d'intensité 20 mA. Comme on l'a vu à la question précédente, ce sont les ions Cu2+ qui vont être consommés entièrement. On garde donc sous les yeux la valeur de sa quantité de matière initiale calculée précédemment. Pour rappel, la charge électrique transportée par les électrons se calcule avec la formule suivante. Q égale N électrons fois F, où F est la charge d'une mole d'électrons et est égale à 9,65 x 10 exposant 4 coulombs, comme rappelé dans l'énoncé. En écrivant la demi-équation électronique du cuivre, on s'aperçoit qu'au niveau microscopique, chaque fois qu'un ion Cu2+ est consommé, alors deux électrons circulent dans le circuit. Au niveau macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle de la solution, la quantité de matière de Cu2+ est égale à la quantité de matière d'électrons divisée par 2, soit N électrons égale 2 fois N Cu2+.
En remplaçant n électrons dans l'expression de Q, on obtient Q égale 2nCu2+, fois F. Par ailleurs, on sait que Q égale I fois delta T. Donc en égalisant les deux expressions de Q, on obtient I fois delta T égale 2nCu2+, fois F. On fait passer l'intensité de l'autre côté de l'équation pour isoler delta T. L'opération inverse de la multiplication étant la division, on obtient l'équation suivante. Delta T égale 2nCu2+, fois F divisé par I. On remplace les grandeurs par leurs valeurs numériques en faisant bien attention de remplacer le préfixe milli de 20 mA par x 10 exposant moins 3, de manière à avoir l'intensité en ampères. L'application numérique nous donne delta T égale 9,65 x 10 exposant 4 secondes, soit 26,8 heures en divisant par 3600, puisque pour rappel, dans une heure, il y a 3600 secondes. La durée maximale de fonctionnement de cette pile est donc de 26,8 heures, ce qui est plutôt cohérent. Voilà, cette série d'exercices est terminée. Malheureusement, elle n'est pas complète pour vos révisions. Il manquerait des exercices sur l'électrolyse, les mécanismes réactionnels, sur éventuellement un dosage par étalonnage spectrophotométrique et peut-être encore d'autres choses. Allez, bon courage pour vos révisions, on s'accroche, ça va le faire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, on va essayer d'y répondre le plus possible. À bientôt!